Aujourd'hui, je te parle de comment l'école en tant que réseau est un obstacle à la famille et à la communauté, selon l'auteur du livre Dumbing Us Down, John Taylor Gatto. Je suis Elisabeth Dufresne et je te souhaite bienvenue chez les émergents. Bon matin, bonsoir, bon après-midi. Je suis bien heureuse de vous retrouver pour la fin de la première partie de la saison 2 déjà. C'est le temps des vacances, hein? Je suis très heureuse de ça. C'est un temps de l'année que j'adore personnellement. Moi, je suis née en janvier. Je sens que je suis un être hivernal. J'adore l'été, mais il y a quelque chose dans le rythme de l'hiver qui me convient, qui me colle à la peau. Donc, je vais en profiter beaucoup. Et donc, cette semaine, c'était la fin aussi de plusieurs initiatives communautaires, j'ai envie de dire. D'abord, la semaine passée, c'était la fin de Jeux libres Waterville. Donc, on prend une grande pause pour se poser, se reposer, faire un bilan du projet. Donc ça va faire vraiment du bien. Puis ce soir, c'est la fin aussi de la chorale du village. Donc notre show va être samedi. J'ai vraiment hâte de participer à ça. D'habitude, je suis depuis 2 ans dans le public pour applaudir et pour recevoir la puissance des voix du village. Mais cette fois-ci, donc, je vais contribuer avec ma voix. Puis, je suis bien excitée de ça. Et c'était aussi la fin de mes rencontres avec les 2 petites homeschoolers que j'accompagne dans des activités d'artisanat. On va certainement reprendre ça après les fêtes, mais pour l'instant, on va se reposer. Et donc, ça me donne beaucoup plus de temps, beaucoup plus de calme. Et dans ces moments-là précieux, ce que j'aime faire, c'est prendre le temps de lire. Et récemment, justement, je lisais le livre Dumbing Us Down de John Taylor Gatto qui m'avait été recommandé par mon chum. Donc, je ne sais pas si vous connaissez Gatto, mais c'était un enseignant américain primé. Finalement, il en est ressorti de ce système-là. Il a passé 30 ans en tant qu'enseignant dans ce système-là, puis il est devenu un de ses plus grands critiques. Fait que c'est vraiment pas rien. John Taylor Gatto, il dénonçait ce qu'il appelait la domestication des esprits par l'école. Fait que pour lui, l'école formate plutôt qu'éduque. Il exprimait que le système scolaire, il vise surtout à produire des citoyens qui sont obéissants, qui sont conformistes, on l'entend souvent, vraiment au détriment de la curiosité, puis de la créativité, puis de l'autonomie. Mais en lisant son livre, il y a une idée récurrente qui revenait tout au long de son ouvrage, puis je l'ai trouvée absolument brillante et absolument éclairante par rapport, je dirais, à mes expérimentations communautaires. Ça m'a littéralement ouvert les yeux et ça m'a aidé à comprendre aussi certaines insatisfactions que je pouvais vivre. Dans son livre, Gatto nous explique qu'on a délaissé les réelles communautés, comme la famille peut l'être, pour ce qu'on va appeler des réseaux, qu'il va décrire tout au long de son ouvrage comme étant des pseudo-communautés. Puis, quand on prend vraiment le temps de comprendre la distinction entre ces 2 types d'organisations-là, ça nous donne réellement des clés importantes pour se bâtir une vie qui est satisfaisante. Puis, je trouve que c'est un excellent moment pour aborder ce sujet-là parce que souvent, le temps des fêtes, c'est le temps où ces réseaux-là tombent en vacances. Par exemple, l'école, qui est vue comme un réseau par Gatto, ou les milieux de travail. Et en fait, on va quitter ces réseaux-là pour se retrouver dans nos réelles communautés, c'est-à-dire entourés de notre famille et de nos amis. Et malheureusement, parfois, on va aussi faire face durant les vacances au fait qu'on n'a pas de réelle communauté.
Puis ça peut être vraiment difficile. Puis il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le temps des fêtes parce que ça les confronte à cette dure réalité-là. Puis ça, je pense qu'il faut en parler. Et donc, je pense que c'est un excellent moment pour observer, puis j'ai envie de dire pour ressentir aussi la différence majeure entre les liens qu'on va entretenir dans nos réseaux versus dans nos réelles communautés. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de décortiquer cette idée-là afin qu'on puisse comprendre pourquoi le fait de vivre dans des pseudo-communautés affecte autant nos vies aujourd'hui, nos familles, nos enfants, puis peut-être aussi nous donner quelques clés pour renverser cette tendance néfaste-là. Donc, c'est quoi une réelle communauté selon Gatto? Bien, pour lui, les communautés, ce sont des regroupements de familles puis d'amis qui vont être unis par un sens profond d'entraide, de partage, de responsabilité, puis d'investissement dans des relations qui sont authentiques, qui sont aussi complexes, puis qui sont solidaires. Puis ces relations-là vont dépasser les limites de notre foyer. Et j'ai envie de vous lire un court extrait. Il va écrire « Une communauté, c'est un lieu où les gens se confrontent les uns aux autres au fil du temps dans toute leur variété humaine. Les bons côtés, les mauvais côtés et tout le reste. » Fait que dans une véritable communauté, les relations sont riches, sont très personnelles, vulnérables et sont multidimensionnelles. Les membres d'une vraie communauté se connaissent réellement, partagent des expériences qui vont être significatives, qui sont réelles et qui vont apporter un soutien mutuel dans divers aspects de leur vie. Donc, de plus en plus, j'ai l'impression qu'on vit dans un univers où le réel et l'artificiel se mêlent énormément à bien des égards. Dans la communauté, ce qu'on veut, c'est de vivre du réel. Ça me fait penser, durant la pandémie, à un moment donné, j'ai rencontré beaucoup d'insatisfaction dans mes relations. Puis j'avais l'impression que je ne faisais que raconter ce que je vivais à mes amis, mais je ne vivais pas d'expérience significative avec eux et avec elles. Et ça m'a beaucoup fait penser à ça durant cette lecture-là parce que je ressens aujourd'hui que j'ai pris action pour que ça change et je vois que le degré de satisfaction puis de nourriture aussi est vraiment différent. Puis, Gatto aussi, il va ajouter que ces interactions-là devraient aussi être intergénérationnelles, puis qui vont reposer sur des valeurs, des traditions, puis des besoins communs, d'où l'importance de la famille en tant que communauté. Puis, il va aussi mentionner que ces liens-là qui sont tissés devraient être durables, puis vont souvent perdurer à travers la vie lorsque c'est une réelle communauté. Donc, on s'entend, ces relations-là vont nécessiter énormément de temps puis d'énergie pour être développées, puis après pour être maintenues. On ne se prend pas pour acquis, on nourrit la relation. Comme on le disait un peu plus tôt, dans une communauté, les membres sont présents les uns pour les autres, aussi bien dans les moments de joie que dans les moments tough. Même quand c'est pas beau, on est ensemble. Une véritable communauté va favoriser un sentiment d'appartenance, de sécurité puis d'identité. Elle va offrir un espace pour pouvoir grandir, non seulement en tant qu'individu, mais aussi comme partie intégrante d'un groupe. Puis Gatto, il va beaucoup mettre l'accent sur le fait qu'une communauté, ça peut pas être trop grand, trop vaste, parce que chacun doit réellement pouvoir prêter attention aux autres, puis être conscient de leur présence. Puis pour ça, la taille doit rester humaine, j'ai envie de dire. Pour Gatto, la force d'une communauté va vraiment reposer sur des relations qui sont enracinées dans la vie quotidienne, puis à travers laquelle il va y avoir une interdépendance qui est sincère. Et donc, en opposition à ce concept de communauté, Gatto va nous présenter dans son livre
celui des réseaux. Donc, pour lui, les réseaux vont représenter une réponse artificielle et limitée aux besoins de connexion des individus dans une société moderne où les véritables communautés sont de plus en plus rares. Il va écrire « Lorsque l'intégration de la vie qui découle du fait de faire partie d'une famille au sein d'une communauté devient inaccessible, la seule alternative, à part accepter une vie d'isolement, est de chercher une intégration artificielle dans l'une des nombreuses formes de réseaux disponibles aujourd'hui. » Un réseau va rassembler des individus, des personnes, autour d'un objectif qui va être spécifique ou d'une tâche qui est bien définie. Donc, contrairement à une communauté, les relations au sein d'un réseau vont être superficielles puis fonctionnelles. Elles répondent à des besoins précis sans véritable engagement émotionnel. Ça, c'est très important de comprendre ça. Je pense que collectivement, on a de plus en plus de difficultés à être vulnérable parce qu'on vit une crise d'attachement immense et on a peine à trouver des espaces où on se sent réellement en sécurité, d'être nous-mêmes. Et donc, les réseaux deviennent des refuges pour nous parce que justement, on peut connecter, mais sans être réellement vulnérable. Mais ça, c'est pas sans répercussions importantes. Les relations dans les réseaux sont souvent donc utilitaires et sont temporaires. Et les liens peuvent se dissoudre une fois que les objectifs sont atteints. Et donc, ça amène énormément de précarité au sein des relations. Les membres des réseaux, souvent, vont être davantage anonymes, puis parfois même uniformes. Les membres n'ont pas à connaître réellement puis profondément les autres pour que le réseau fonctionne. Leur contribution va se limiter à une seule partie de leur être. Fait que bref, la différence fondamentale entre un réseau et une communauté va résider dans la qualité des relations. Dans la communauté, les relations sont profondes, multidimensionnelles, comme on disait, et basées sur une interdépendance qui est sincère. Dans les réseaux, les relations sont utilitaires, limitées à un objectif précis, puis dépourvues de véritable attention humaine. Pour Gatto, les réseaux, malgré leur utilité pour accomplir certaines tâches spécifiques, ne pourront jamais remplacer une réelle communauté. Leur rigidité, leur rationalité puis leur impersonnalité, 3 mots très forts, les empêchent de nourrir émotionnellement ou socialement leurs membres, comme on le disait. Et donc, malgré toutes leurs bonnes intentions, les réseaux sont vraiment limités lorsqu'il est question de répondre aux besoins des humains. D'abord, ils sont souvent composés de différentes personnes en interaction, mais malgré tout ça, ils créent souvent beaucoup plus d'isolement puis de solitude. Gatto écrit « Les réseaux divisent les gens, d'abord d'eux-mêmes, puis les uns des autres, sous prétexte que c'est la manière la plus efficace d'accomplir une tâche. Les réseaux rendent les gens solitaires. » Fait que dans le fond, lorsqu'un humain sert un réseau, l'accent va vraiment être mis sur la productivité, sur l'efficacité. Et donc, ça va créer un environnement qui est assez impersonnel puis émotionnellement stérile, qui réussit pas à créer une véritable connexion parce que l'être humain n'est pas là dans son entièreté. Puis la réalité, malheureusement, dans un réseau, c'est que chaque membre est facilement remplaçable. Un exemple comme ça, une ligue sportive, une équipe de hockey, ça peut parfois être vu comme une espèce de communauté. Mais en fait, s'il y a un joueur qui se casse une jambe, le réseau peut poursuivre ses activités vraiment facilement sans problème. Mais dans une famille, s'il y a un des frères qui quitte le pays pour aller étudier à l'étranger, son absence va se faire ressentir vraiment profondément. Le frère ne pourra jamais être remplacé. Et donc, les réseaux sont souvent aussi composés de fausses promesses de connexion.
Gatto va écrire « Les réseaux ne peuvent gérer qu'une simulation caricaturale de la communauté, offrant un rendement très limité. Ils font beaucoup de mal en ressemblant suffisamment à de véritables communautés pour créer des attentes selon lesquelles ils peuvent gérer les besoins sociaux et psychologiques humains. Mais bien entendu, ils ne sont pas capables de le faire parce que ce n'est qu'artificiel. Donc, c'est impossible de vraiment venir combler le besoin de connexion. Puis, je ne peux pas ici ne pas parler des réseaux sociaux. Je pense qu'on vit une crise qui est vraiment importante parce que les réseaux sociaux nous donnent accès à une panoplie de semblants de connexions humaines qui sont en réalité pour la plupart artificielles. Et le problème qui est soulevé, entre autres dans le livre de Gabor Maté et de Gordon Neufeld, Hold On to Your Kids, c'est que les réseaux sociaux vont combler juste assez nos besoins de connexion pour qu'on ne prenne pas, en fait, notre courage, puis qu'on soit en mesure d'être vulnérable pour aller dans le vrai monde, avoir de vraies connexions et pour connecter sincèrement. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, on a juste à montrer une certaine partie de notre être. Mais là, on va connecter, entre guillemets, avec certaines personnes, mais qui ne nous connaissent que sous une certaine facette de notre être. Et là, momentanément, ce que ça va faire, c'est que ça va nous donner l'illusion d'avoir connecté, mais jamais assez pour réellement combler notre réel besoin de connexion. Et c'est là que la détresse va apparaître, mais aussi l'addiction. Parce que quand une substance est très, très proche de te donner un sentiment de satiété, mais qu'elle n'y arrive pas, c'est souvent là qu'on va vouloir en avoir toujours plus, encore plus, encore plus, encore plus. Les réseaux sociaux, ce n'est pas une vraie communauté. C'est un réseau. C'est un lieu où on rencontre des gens, mais ces gens-là ne font pas partie de notre vie réelle. Si on veut les rencontrer sur ces réseaux-là, puis ensuite les intégrer dans nos vies, ça, c'est une chose. Mais si on remet entre les mains des réseaux sociaux nos besoins humain de connexion, je pense que c'est un leurre qui est en train de créer beaucoup, beaucoup de dommages à plusieurs égards. Et moi, durant la pandémie, je me suis vue rentrer un peu dans ce piège-là, j'ai envie de dire. C'était beaucoup plus confortable pour moi de rester à la maison puis d'avoir des discussions sur Internet avec des gens que je connaissais à peine ou que j'avais l'impression de connaître plutôt que de sortir puis d'aller voir des amis. Puis oui, il y a un bout où aussi on nous empêchait de voir les gens qu'on aime, mais tu sais, il y avait plein de solutions puis il y avait plein de façons de faire, mais quand même, je me suis vue avoir l'impression d'être en train de nourrir des relations alors qu'en fait, j'étais dans mon lit en bobette, là, des fois. Tu sais, l'affaire, c'est que quand on développe des liens dans des réseaux, ils sont rarement aussi marquants qu'un membre de notre réelle communauté. Si je prends l'exemple d'une équipe sportive, ben moi, je m'en souviens pas du nom de la moitié des membres de mon équipe de basket de quand j'étais en secondaire 3. Puis, tu sais, à l'époque, pour moi, là, c'était vraiment ma gang, mon crowd. C'était comme une autre petite famille, tu sais. Mais aujourd'hui, la moitié de ces personnes-là, je sais pas leur nom. Puis l'autre moitié, c'est vraiment pas des personnes qui sont significatives dans ma vie, là. Genre, quand je vais mourir, je pense pas qu'ils vont venir à mes funérailles, là. Mais par contre, comment oublier un membre de sa famille? Le nom d'un membre de sa famille? Je pourrais jamais oublier mon oncle. Gatto va aussi soulever que les réseaux nous amènent à perdre une partie de notre humanité. Puis ça, je trouve que c'est vraiment pas rien. On va exiger de certaines personnes qui vont entrer dans un réseau qui se spécialisent, hein, qui nourrissent ou qui démontrent, qui fassent ressortir une partie d'eux-mêmes. Mais indirectement, on va aussi leur demander de réprimer certaines parties de leurs êtres. Je dis indirectement, mais parfois c'est très direct.
parce que ces parties-là ne servent pas au réseau. Et c'est là qu'on se met à être privé de notre humanité entière. Gatto va écrire « Les réseaux ne nécessitent pas l'ensemble de la personne, mais seulement une petite partie. En revanche, si vous fonctionnez dans un réseau, il vous demande de réprimer toutes les parties de vous-même, sauf celles qui concernent l'intérêt du réseau. Un acte hautement contre nature, bien que l'on puisse s'y habituer. En échange, le réseau offrira de l'efficacité dans la poursuite d'un objectif limité. C'est en fait un marché diabolique, car sur la promesse d'un gain futur, il faut sacrifier l'intégralité de notre humanité présente. Si vous entrez dans trop de ces marchés, de ces réseaux, vous vous diviserez en de nombreuses pièces spécialisées dont aucune ne sera entièrement humaine. » Il donne un bon exemple dans le livre où il va parler justement des sans-abri. Il va parler du fait qu'il y en a des réseaux qui sont là pour s'occuper des sans-abri, mais ils vont voir ces personnes-là qui vivent dans la rue comme des sans-abri. Alors qu'une communauté les considérerait comme des personnes véritables, tu sais, comme Jack, comme Bob, puis non comme une espèce d'abstraction. Alors c'est souvent ça, dans un réseau, on va venir définir les gens comme des espèces d'entités impersonnelles. Et c'est ça qui va parfois permettre une certaine efficacité, mais qui va aussi nous enlever cette humanité-là si importante. Puis finalement, dans les réseaux, selon Gatto, il y a aussi une absence de soins qui va être véritable. Parce que, selon lui, les réseaux manquent d'intérêt authentique pour leurs membres. Les collègues, les amis, entre guillemets, d'un réseau ne se soucient pas vraiment de vous dans la mesure où vous pouvez leur être utile. Ils n'ont aucune curiosité pour vos espoirs, vos peurs ou vos victoires, qu'il va écrire. Mais c'est vrai que, tu sais, pose-toi la question. Si tu changes de job demain matin, puis que genre, un mois plus tard, tu as une peine d'amour, est-ce que ça va vraiment être tes anciens collègues qui vont te ramasser à petite cuillère puis qui vont se préoccuper de ce que tu vis? OK, peut-être qu'ils vont te répondre un petit message d'encouragement sur les réseaux sociaux, mais est-ce qu'ils vont vraiment être là pour toi? Fait que bref, les réseaux peuvent être efficaces pour exécuter certaines tâches, mais ils fournissent seulement un apaisement qui va être superficiel des besoins en nous donnant l'illusion qu'on est bien entouré. Puis, si je peux me permettre, je pense que c'est la racine de beaucoup de détresse humaine actuellement parce que justement, ça rend les gens impuissants face au vide qu'ils vont ressentir parce qu'ils ont l'impression d'être dans des communautés alors qu'ils ne le sont pas réellement. J'ai envie brièvement de vous donner d'autres exemples plus concrets de ce qu'on pense parfois être des communautés qui sont en fait des réseaux pour rendre tout ça un petit peu plus vivant. Je l'ai déjà nommé, mais les milieux de travail, je pense que c'est vraiment important de le souligner. Parce qu'il y a beaucoup de gens que pour eux, c'est les gens de leur job, leur communauté, que c'est leurs collègues, leurs amis. Puis, veut pas, il y a beaucoup d'entreprises qui vont se décrire comme des familles aussi. Mais en réalité, elles fonctionnent comme des réseaux. Hein? Les relations entre les collègues sont souvent utilitaires, sont centrées sur des tâches, des objectifs d'entreprise. Puis, une fois que la job ou le projet est terminé, il y a beaucoup de ces liens-là qui vont s'effacer généralement. Ça se peut de se faire des vrais amis au sein de notre milieu de travail, mais est-ce que tes collègues te connaissent vraiment en dehors du cadre professionnel? Comme je disais tantôt, est-ce qu'ils seraient prêts à venir te ramasser à la petite cuillère? Est-ce qu'ils viendraient te porter à manger pendant ton postpartum? Je pense qu'il faut juste pas se mettre la tête dans le sable quant à la réelle intimité qu'on partage avec les gens. Puis parfois, on peut avoir l'impression, on se dit « Ah, moi, j'en ai des liens, tu sais, dans ma vie. » Mais est-ce que ces liens-là sont réellement vulnérables?
Je l'ai nommé aussi, mais tout ce qui est les clubs sociaux, les cours de yoga, de poterie, les ligues sportives organisées, bien souvent, en fait, ces relations-là vont se limiter à des activités communes. Fait qu'il y a peu d'interactions, finalement, personnelles qui vont survenir en dehors de ce contexte-là. Puis, ben, les membres vont aussi facilement quitter ces groupes-là quand il n'y a plus vraiment de bénéfices à en retirer. J'avais mentionné aussi les réseaux sociaux, mais aussi toutes les plateformes en ligne, les communautés en ligne, les applications, Discord, YouTube. Souvent, on va entendre « Vous pouvez rejoindre ma communauté virtuelle ». Faut pas se leurrer, là. Ce sont des réseaux. Les connexions dans ces groupes-là sont assez superficielles parce qu'elles sont fragmentées, elles sont éphémères. Puis souvent, en fait, c'est que vous partagez des valeurs communes avec ces gens-là. Vous partagez des informations qui peuvent être précieuses, là. Tu sais, je dis pas que c'est mal, ces groupes-là. Vous pouvez partager des opinions, réfléchir, mais encore une fois, souvent, il manque d'un réel engagement puis d'un soutien qui est durable. Ces membres-là vous connaissent juste sur une facette de votre être. Puis si, encore une fois, vous vous dites « Ah, je suis dans une communauté, tu sais, je suis dans cet abonnement-là payant ou je suis dans ce groupe Facebook-là fermé », bien, moi, je crains que ça ne réponde pas sincèrement, réellement, profondément à votre besoin. En plus, il y a une absence directe de contact physique, de proximité. C'est pas à négliger. Il y a un autre exemple qui me venait en tête, c'est les résidences pour personnes âgées. Souvent, on va entendre que c'est des petites communautés, mais en fait, les relations entre les résidents et le personnel sont très fonctionnelles, très transactionnelles, là. C'est comme j'apporte du soin, des repas, il y a des activités organisées, il y a rien de bien spontané là-dedans, là, tu sais. Puis ça veut pas dire que les gens sont mal intentionnés, qu'il n'y a pas de beaux échanges parfois chaleureux, mais reste que dans la structure, c'est ça, l'environnement il est vraiment institutionnel, très peu organique. Puis ça va vraiment limiter des liens qui sont profonds. Un autre exemple, ben les partis politiques, les gouvernements. Je pense que les leaders institutionnels en sont venus un peu à se considérer comme nos papas et nos mamans synthétiques. Puis que nous, on est un peu comme des millions d'enfants synthétiques. Puis ça nous met dans une espèce de relation familiale abstraite où l'État, finalement, est notre parent puis insiste à quelque part sur le fait qu'on doit être loyal envers eux. Mais bien sûr, c'est encore une fois une relation qui est artificielle. Même si l'intention est peut-être d'être plus efficace, ça reste artificiel. Et bien sûr, l'exemple ultime, c'est les écoles. L'école, telle qu'elle est organisée aujourd'hui, est un parfait exemple d'un réseau. Je trouve que ça illustre vraiment bien à quel point un système qui est bien intentionné à la base peut malgré tout vraiment venir nuire aux liens humains profonds qui sont essentiels à une vie familiale puis une vie communautaire et donc une vie qui est saprement mieux alignée avec les vrais besoins des humains. Pour une enseignante, là, un enfant, c'est un élève, d'abord et avant tout. Puis, c'est principalement cette partie-là de l'enfant avec laquelle elle va chercher à interagir au quotidien entre les quatre murs de l'école. Puis attention, je ne dis pas que l'enseignante n'a jamais accès à d'autres parties de l'enfant. Mais je peux vraiment affirmer sans la moindre hésitation là, que les autres sphères de l'enfant ont vraiment moins de place pour respirer puis pour exister. Je me souviens d'un moment où j'ai eu un méga flash quand j'ai vu le regard d'une grand-maman
qui venait chercher son petit-fils à l'école quand je travaillais là-bas. J'ai réalisé à ce moment-là que pour moi, cet enfant-là, c'était le petit Arnaud. Mais pour cette grand-maman-là, là, c'était sa raison de vivre, là. Pour sa famille, cet enfant-là, c'était le bébé qui avait rêvé pendant des années, là. Celui qui avait été porté, qui avait été allaité. Puis, tu sais, bien avant ça, ça avait été comme le miracle qui était sorti de sa mère après peut-être un accouchement qui avait été éprouvant, je sais pas, mais celui qui avait éclairé la pièce le jour de sa naissance. Tu sais, vous comprenez, cet être divin. Bien, pour moi, malgré tout le respect puis le sacré que je peux voir à travers les enfants en général, ça reste que c'était le petit Arnaud. C'est là que j'ai pris conscience à quel point j'avais juste accès à une partie de l'enfant à l'école. Puis que oui, je pouvais jouer un rôle éducatif là, auprès de cet enfant-là, mais jamais je vais pouvoir l'aimer profondément dans toute son entièreté, dans tout son être, comme ses parents puis ses grands-parents. Puis pourtant, l'école va tendre à éloigner les parents de la vie des enfants. Alors qu'on sait qu'à la base, ce dont un enfant a besoin pour s'épanouir, c'est d'être aimé dans toutes les sphères de son être. D'ailleurs, pour Gatto, l'école a un effet absolument destructeur sur la famille. Il va écrire « Les écoles séparent les parents et les enfants d'interactions essentielles entre eux et de toute curiosité réelle sur la vie de chacun. Elle étouffe l'originalité familiale en s'appropriant le temps crucial nécessaire pour qu'une véritable idée de famille puisse se développer. Puis, elle blâme la famille pour son incapacité à être une véritable famille. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai des frissons quand je lis cet extrait-là. Les parents sont privés de temps nécessaire pour transmettre leurs valeurs, pour partager leurs traditions, puis simplement pour être avec leurs enfants. Ce temps-là, il est remplacé par des horaires qui sont rigides, des ententes qui sont standardisées, puis un univers, on va se le dire, qui est déconnecté de la vie réelle. L'école s'intéresse simplement à certaines parties de l'enfant, surtout à sa capacité à suivre des consignes, à atteindre des objectifs, puis à fonctionner dans un cadre qui est uniforme. Le projet de l'école, en fait, c'est de rassembler des enfants dans un réseau avec des inconnus pendant 12 ans. Puis, à travers ce réseau-là, d'isoler les générations les unes des autres. OK, ça peut avoir l'air intense de comment je le dis, mais il y a certainement une part de l'école qui est ça. Les jeunes, les adultes, puis les personnes âgées vont évoluer dans des sphères qui sont distinctes. Puis ce cloisonnement-là va briser quelque chose qui est absolument essentiel à une société qui est saine. Une transmission naturelle de valeurs, d'expériences et de savoir-faire. Puis tu sais, on pourrait même penser que d'affaiblir les familles va permettre d'éliminer ce qui va créer une forme de variation chez les individus, chez les personnes, parce que cette uniformité-là, elle est confortable pour le système, puis elle aide à maintenir le système en place. Imaginez à l'inverse, une véritable communauté éducative, un environnement où les enfants apprennent par observation puis participation active aux activités des membres de leur réelle communauté, c'est-à-dire leurs parents, leurs grands-parents, les amis de la famille, des mentors, des voisins, qui ensemble vont créer un tissu riche de relations authentiques, puis de savoir qui est ancré dans le réel, dans la réalité, dans la vraie vie. Puis c'est pour ça que pour moi, l'éducation en famille, l'école à la maison, c'est vraiment une clé qui est précieuse. Parce qu'elle va nourrir l'âme, j'ai envie de dire, puis les liens humains. Alors qu'un réseau comme l'école, aussi efficace qu'il peut peut-être l'être à certains égards,
concernant la scolarisation des enfants, bien que ce soit discutable, j'ai envie de dire, va rester limité à une mécanique qui est vraiment utilitaire. Si on veut que les enfants grandissent en lien avec leurs racines, avec leur communauté, il est temps qu'on se questionne sur notre modèle scolaire actuel. L'idée, le projet, ça ne devrait pas juste être d'éduquer les enfants, mais aussi de préserver des liens qui font de nous des humains. Maintenant que tout ça a été nommé, on fait comment pour reconstruire des vraies communautés? Bien, ironiquement, Gatto va nous offrir quelques pistes, puis à travers ces pistes-là, il va nous expliquer que c'est en commençant par vivre séparément. Apprendre à vivre en tant que famille. Il va écrire: ce n'est que lorsque vous vous sentez bien avec vous-même que vous pouvez vous sentir bien avec les autres. Et c'est pour ça que pour John Taylor Gatto, la famille, c'est un des piliers essentiels de la vie humaine. Puis c'est pour ça qu'il va autant critiquer aussi les institutions modernes qui vont affaiblir ce noyau fondamental-là. Selon lui, la famille devrait être donc le centre de l'éducation, de l'apprentissage, de la transmission culturelle, plutôt que des structures scolaires. Pour lui, ces structures-là ont usurpé ce rôle-là. Pour Gatto, c'est bien important de le comprendre, la famille, c'est donc la première et la véritable communauté dans laquelle les individus vont se développer puis apprendre à vivre ensemble. Pour que les familles puissent reprendre leur rôle central dans l'éducation puis le développement des enfants, Gatto va proposer de réduire justement la dépendance donc aux institutions. Donc, encourager les familles à reprendre en main l'éducation de leurs enfants, que ce soit par l'école à la maison, mais aussi par différentes initiatives communautaires. Il va encourager aussi les membres d'une famille à passer plus de temps ensemble. Fait que d'investir dans des moments de qualité où on va pouvoir justement nourrir les liens plus profondément autour d'un repas, mais aussi d'un voyage. On n'est pas obligé d'aller au Costa Rica. On peut aller à Sorel-Tracy aussi, puis avoir un bon moment. Donc, c'est ça, passer plus de temps ensemble, ça peut avoir l'air banal, mais c'est un acte de résistance, selon lui. Valoriser aussi les compétences des parents, et ça, je pense que c'est quelque chose que j'essaie de faire beaucoup avec le podcast. Donc, rappeler aux familles qu'elles ont tout ce qu'il faut pour éduquer leurs propres enfants sans avoir besoin de se tourner nécessairement vers des experts ou des institutions. Puis, favoriser aussi des économies familiales d'une certaine façon, donc créer des systèmes où les familles peuvent s'entraider entre elles. Donc, que ce soit à travers des échanges de services, des projets communautaires, puis d'autres formes de soutien mutuel. La famille, c'est un acte de résistance culturelle face à un monde qui va valoriser l'individu isolé puis dépendant des réseaux institutionnels. Pour lui, c'est le cœur et le remède d'une société qui est malade et qui vit dans des excès institutionnels. En redonnant ce rôle central aux familles dans l'éducation, puis en les libérant de la dépendance aux réseaux modernes, il pense qu'on pourrait retrouver une humanité plus saine, plus libre, puis plus connectée. Et mis à part le fait de redonner toute sa juste place à la famille, d'autres solutions comme ça en rafale. On va parler de valoriser des relations intergénérationnelles, donc créant des espaces où les générations peuvent interagir ensemble, mais naturellement. Fait que dans des projets comme par exemple Jeux libres, Waterville, c'est un peu ça, tu sais, on invite des enfants et des parents de tous les âges à venir jouer ensemble, puis ce serait encore plus fantastique si on avait des personnes âgées. Ça fait partie de la vision du projet, mais chaque chose en son temps.
La chorale aussi est un lieu intergénérationnel dans mon village. Il y a des interactions entre des enfants, des personnes âgées. Ça peut paraître banal, mais pourtant, ça fait vraiment toute la différence que ces lieux-là existent. Puis justement, recentrer un peu les activités aussi autour de la vie locale, la vie collective, au niveau de notre autonomie, tu sais, des groupes d'achat alimentaire, des espaces, tu sais, comme nous, on a réparé tes trucs, donc tu te pointes au centre communautaire avec des objets, puis il y a des membres de la communauté qui t'aident à les réparer. Donc, de retrouver justement une confiance en notre capacité à répondre à nos besoins, puis à se soutenir là-dedans. Ça, c'est un point vraiment important. Bien sûr, encourager des liens profonds puis authentiques. Et donc, partager des moments avec des gens qui ont l'intention de travailler leur vulnérabilité, d'avoir les vraies conversations, des conversations inconfortables. C'est quelque chose que je répète beaucoup, mais pour moi, on en est rendu là. Des gens qui ont envie de montrer leurs émotions, qui ont envie de faire ce travail-là. Pour moi, les communautés de demain commencent à cet endroit-là. J'ai peu d'espoir entre un projet collectif qui n'adresse pas l'aspect émotionnel de la personne, de l'être humain. Et pour ça, on n'a pas besoin d'être dans une grande communauté, seulement avec notre conjoint et quelques amis proches ou conjointes. Ça fait la job. Donc, si tu te dis « Ah mon Dieu, mais moi, je suis pas vraiment dans une communauté », bien, juste comme d'être avec ton chum, ta blonde, puis tes amis, puis de commencer à essayer d'approfondir un peu les liens, ça peut être une belle façon de marcher le chemin. Aussi, un autre point important, c'est l'importance de réintégrer la spontanéité. Parce que dans les réseaux, souvent, les interactions vont fonctionner avec peu de flexibilité. Ça va être assez rigide comme cadre. Il y a des horaires, des objectifs, des rôles. Mais l'idée, c'est de créer des espaces qui sont ouverts, où les interactions et les activités peuvent évoluer naturellement, sans contrôle qui vont être excessifs. Donc, ça m'a beaucoup, beaucoup parlé. Je le vois que c'est pas évident toujours d'être spontané de nos jours, dans notre culture aussi, tu sais, débarquer chez les gens, par exemple, spontanément, ou « Hey, viendrais-tu souper chez nous ce soir? » Tu sais, souvent, ça va être fait à l'avance. Et donc, l'environnement peut être beaucoup plus contrôlé. Donc, j'ai trouvé ça intéressant, l'aspect de la spontanéité. Puis, bien évidemment, redonner du temps et de l'espace. Donc, simplifier nos horaires, notre vie. Parce que c'est sûr que si tu cours partout puis que tu n'as pas le temps de te déposer, bien, ça va être difficile de nourrir des vraies connexions avec tes proches. Donc, simplifier ta vie. Puis, reprendre confiance en nos capacités. Puis de ne pas tout remettre entre les mains des institutions aussi, qui sont justement ces réseaux-là. De demander de l'aide à nos amis, à notre famille, avant de demander de l'aide à ces différents réseaux-là. Ça fait un beau lien avec l'épisode que j'avais enregistré avec Camille Laperle, où Camille nommait que de nos jours, nos villages, lorsqu'on est une maman enceinte, c'est souvent des professionnels. C'est des réseaux qui sont vraiment aidants. Puis en même temps, je pense qu'il faut oser cultiver les relations de notre réelle communauté à travers tout ça. Donc, l'idée, c'est pas de dire que ces réseaux-là sont mal, je le répète, parce que je pense qu'actuellement, on est dans une crise d'attachement, une crise de lien, de relation. Donc, on en a besoin encore de ces réseaux-là. Mais je pense qu'il faut reconnaître qu'ils sont là parce qu'il y a un manque, puis que ce n'est pas la solution idéale. Donc, pour moi, c'est de faire la part des choses en disant on va les utiliser, ces réseaux-là, en attendant, mais on ne va pas se faire à croire
que c'est satisfaisant, on va les prendre pour qu'est-ce qu'ils sont, des réseaux. Bref, les réseaux ne remplaceront jamais les réelles communautés. Et ce qui est dangereux, ce sont les réseaux qui se font passer pour des communautés, mais qui ne réussissent pas à combler les réels besoins des humains dans leur entièreté. Et donc, mon invitation pour vous, pour le temps des fêtes, c'est de renforcer votre famille. Parce que c'est vraiment la première étape pour reconstruire un tissu social qui est sain. Je vous invite vraiment à réfléchir à la santé de votre famille puis de vos vraies communautés. Si jamais, à travers toutes ces réflexions-là, vous réalisez qu'en fait, ça va pas fort, puis que vous avez besoin d'un petit coup de main, bien, je vous annonce officiellement que j'ai lancé mon accompagnement parental 1-1. Enfin, je suis tellement heureuse. Si vous saviez, ça fait des années que je rêve de faire ça. Mais c'est important pour moi de bien le faire. Fait que je me suis vraiment préparée. Je suis allée chercher des outils. Et là, j'ai commencé. Ça se passe super bien. J'ai vraiment des beaux retours. Donc, si jamais ça vous intéresse, actuellement, j'ai un tarif spécial pour les abonnés de mon infolettre et les auditeurs du podcast. Donc, c'est affiché nulle part, pas sur mon site Internet ou sur les réseaux sociaux, j'en ai pas parlé. Donc, c'est vraiment pour vous. 90 $ sans taxe pour une session de 75 minutes. C'est en ligne via Zoom pour l'instant. Et si ça vous intéresse, bien, je vous invite à me contacter directement à l'adresse info@elisabethdufresne.com. Puis, je vais vous envoyer un formulaire de préconsultation pour que vous puissiez m'expliquer un peu la situation, qu'est-ce qui se passe, puis que je puisse vraiment aller voir si je suis la bonne personne pour vous accompagner parce que c'est important pour moi de rester humble. Je pense qu'il existe toutes sortes de professionnels et je veux m'assurer que je suis la bonne personne justement pour faire un bout de chemin avec vous. Je vous souhaite un temps des fêtes rempli d'allégresse, de plaisir, de détente, de déconnexion, de connexion. Puis moi, de mon côté, je vais en profiter vraiment pour décrocher. Puis on va se retrouver en février. Je sais que je vais être complètement excitée de recommencer l'enregistrement du balado. Mais pour l'instant, j'en profite, moi aussi, pour nourrir mes liens. Merci pour le magnifique cadeau que vous me faites, votre confiance de semaine en semaine, les messages que je reçois. Chaque fois, je suis complètement renversée par tout cet amour. Les Émergents est une émission produite et animée par moi, Elisabeth Dufresne. Un immense merci également à Étienne Dufresne, mon frère, pour notre musique originale, et à Florence Rivet pour son talent artistique qui illumine littéralement notre couverture. Si cet épisode-là vous a touché, vous a inspiré, je vous invite vraiment à exprimer votre soutien en m'envoyant une poignée d'étoiles, un commentaire sur Apple Podcasts, sur Spotify, sur YouTube, peu importe, mais laissez-moi savoir que vous êtes là. De plus, partagez cet épisode-là sur vos réseaux sociaux en me taguant Elisabeth.Dufresne. C'est une merveilleuse manière de m'encourager à poursuivre mon initiative et surtout de la faire connaître. Je vous donne rendez-vous à la fin du mois de février pour le retour du podcast. Et d'ici là, je vous souhaite joyeux Noël et bonne année. À bientôt!